Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Quand on parle de bug, on pense souvent correction. On ouvre un ticket, on le classe en bloquant, on le corrige, on reteste et on passe à autre chose. Mais combien d'équipes prennent le temps de se demander pourquoi ce bug est arrivé? Pas juste d'où il vient dans le code, mais pourquoi le processus, l'organisation ou la compréhension du besoin ont permis qu'il arrive jusque-là. Et c'est là qu'entre en jeu l'analyse des causes racines, ou root cause analysis en anglais. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi catégoriser les anomalies est une arme stratégique pour la qualité logicielle et comment des techniques simples comme les 5 pourquoi peuvent transformer ta manière d'aborder les problèmes. Beaucoup d'équipes QA voient la catégorisation des anomalies comme une corvée administrative, encore une colonne à remplir en plus dans Jira. Pourtant, sans catégorisation, on ne voit pas les patterns, on ne voit pas les problèmes systémiques. On va corriger les symptômes, mais on va laisser la maladie s'installer. Quand tu classes des anomalies, tu peux commencer à voir des tendances. Les bugs de compréhension quand une user story est ambiguë ou qu'un critère d'acceptation est interprété différemment par le PO et le dev, et voire encore différemment par le Q. Des bugs récurrents sur un module. Souvent, le signe du dead technique ou d'un design fragile. Les problèmes liés aux devices ou aux OS. Android, telle version d'Android qui casse sur une fonctionnalité alors qu'elle marche nickel sur iOS. C'est de comprendre pourquoi. Les erreurs d'environnement ou de données de test, typiques des tests sur des environnements non synchronisés avec la prod. D'où ça vient et comment on peut le corriger. Donc en catégorisant, tu donnes à ton équipe une vision systémique. Tu ne corriges pas juste le bug, mais tu identifies des zones qu'il faut essayer de tacler pour les améliorer et puis avoir de façon récurrente ce type d'anomalie. Et là, tu passes du rôle de QA pompier à celui de QA architecte. Pour comprendre d'où viennent vraiment les anomalies, moi j'aime utiliser une grille relativement simple de famille de causes racines. Les bugs de compréhension de communication, on peut appeler aussi bugs de spécification, qui correspond à une mauvaise interprétation d'une user story, d'un critère d'acceptation qui va être flou ou d'absence d'alignement avec, par exemple, un atelier de 3 amigos. Tout ce qui va être aussi des anomalies liées au process ou aux méthodes, parce que là, on n'a pas fait la revue de code, on n'a pas fait la revue de test, on a bâclé peut-être une sprint review, donc peut-être que c'est un problème lié plus à l'organisation qu'à la compréhension. Un type de catégorisation aussi que j'aime bien voir, c'est tout ce qui est lié aux environnements et aux données, parce qu'un environnement instable, ça joue sur la productivité, sur la qualité des tests. Les données, si elles sont pas disponibles, si elles sont corrompues, si elles sont pas réalistes, ne permettent pas de faire des tests de façon efficace, et encore plus si on est dans l'automatisation. Et il faut vraiment aussi regarder tout ce qui va être lié à l'automatisation, tout ce qui va être flaky, tout ce qui va pas bien fonctionner dans une CI alors que ça marchait bien en local sur notre IDE lorsqu'on faisait l'automatisation. J'aime bien aussi la catégorie module spécifique. Voilà, est-ce que j'ai tel module qui génère plus d'effets de bord, plus de problèmes? Est-ce que j'ai plus de devices, de navigateurs aussi qui posent des problèmes? Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes à regarder. Et ce qu'il faut voir, c'est que souvent, une même anomalie a plusieurs causes. Un bug fonctionnel, par exemple, peut être à la fois lié à une spécification qui était incomplète, à un développement qui était pas conçu de manière optimale et un test qui a pas été exécuté avec les bonnes données d'entrée ou du moins pas la bonne qualité d'entrée. Donc c'est sûr que si on a tout ça, forcément on risque de remonter des bugs qui sont des bugs euh,
de non-synchronisation, de non-compréhension, de désorganisation. Et c'est là que le root cause analysis, c'est justement l'art de remonter la chaîne de valeur et trouver ses causes racines en travaillant plus efficacement avec une vraie donnée. Maintenant que vous les avez catégorisés, on va pouvoir vraiment creuser d'où vient le problème. Et pour ça, on a besoin d'outils spécifiques qui nous permettent de faire une analyse. Vous allez voir, les outils sont pas hyper compliqués. Moi, celui que j'adore utiliser et que je préfère le plus, c'est les 5 pourquoi, où tu pars du symptôme et tu poses 5 fois pourquoi. En général, avant d'arriver au cinquième, ou pire, au cinquième pourquoi, on voit la vraie cause racine. Par exemple, tu as le test d'intégration échoué. Pourquoi? L'API renvoie une erreur 500. Pourquoi? Parce que la validation d'entrée n'est pas faite. OK. Pourquoi? Parce que le dev n'a pas pensé à le faire. Pourquoi? Parce que la spécification ne le mentionnait pas. OK. Résultat, il faut bien le spécifier ou accompagner mieux les devs sur ces cas d'erreur possibles pour les éviter. Donc c'est assez basique, mais des fois c'est souvent bien plus compliqué. Il y a un autre outil qui est un outil de cause-effet qui s'appelle le diagramme d'Ishikawa, qui est un outil assez visuel où tu places à droite ton problème et tu expanses par différents types de branches qui vont être méthodes, outils, moyens opérationnels, toutes différentes branches qui peuvent être spécifiques à ton contexte et à ton projet. Et ça te permet vraiment de faire un post-mortem et de voir la complexité. Donc ça, c'est un peu intéressant pour éviter, c'est le QA qui a pas bien testé, ou c'est la faute du dev, ou c'est le PO qui a pas bien fait sa spec, mais plutôt essayer de voir des choses un peu plus organisationnelles. C'est des fois un peu compliqué à mettre en place parce qu'il y a un niveau d'abstraction un peu compliqué. Mais c'est quand même intéressant comme outillage. Et après, vu que vous avez catégorisé, il y a un autre outil qui est la stratégie du Pareto. On dit que 20% des causes génèrent 80% des bugs. Donc, le but, c'est qu'avec la catégorisation, les données que tu as fait, c'est de voir comment vous allez concentrer les efforts avec les équipes, avec les devs, avec les PO, pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise et de comprendre d'où ça vient. Donc ça, c'est très intéressant à mettre en place. Donc une fois que vous avez mis tout ça, il faut se dire comment on le fait de façon concrète, moi, dans mon projet. Le truc, c'est pas de se dire je fais le root cause analysis 2 fois par an. En fait, il faut le faire tout le temps. Et le meilleur moyen de le faire, souvent, vous utilisez Jira X-Ray, on va dire, par exemple. Il suffit en fait de créer un champ spécifique sur vos anomalies. Par exemple, catégorie de cause racine. Alors, il peut y avoir plusieurs champs, il peut y en avoir qu'un seul. Vous commencez à rajouter des causes de façon générique, celles que j'ai évoquées au début. Et petit à petit, vous allez créer des dashboards et avancer sur des données qui vont permettre à tout le monde de s'améliorer et d'anticiper les risques dans le futur. Et donc, c'est vraiment un moteur de progression d'avoir ce type de dashboard et de catégorisation. L'analyse des causes racines, en soi, une fois que c'est fait comme ça, c'est pas une perte de temps. C'est un moyen qui est très efficace pour réduire durablement votre volume d'anomalies et d'élever le niveau de maturité de votre équipe. C'est une démarche d'apprentissage qui est collective. Certes, le QA va la porter, mais tout le monde va pouvoir l'utiliser. Elle va transformer un bug isolé en une opportunité d'amélioration et le testeur en acteur du changement. Alors la prochaine fois qu'un test échoue, pose-toi une seule question. Est-ce que je veux juste que le bug soit corrigé ou comprendre pourquoi il existe? Et toi, comment fais-tu ton analyse des causes racines? Est-ce que tu catégorises systématiquement tes anomalies ou seulement quand ça brûle ou tu ne le fais jamais? Viens en discuter avec moi sur LinkedIn ou sur ma newsletter de la guide et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.